Savais-tu que chaque 3 secondes, une personne dans le monde développe une démence? C'est un chiffre brutal. Mais au-delà du nombre, il y a une mère qui commence à oublier le nom de sa fille, un grand-père qui se perd en rentrant à la maison, une tête qui s'effondre goutte à goutte. Et le plus étonnant, ce qui m'a amené ici aujourd'hui avec une urgence qui ne me laisse pas dormir, c'est qu'une partie de ces tragédies pourrait avoir été évitée. Une nouvelle vérification scientifique a mis au point plusieurs médicaments que l'on utilise tous les jours, avec toute la normalité, même avec confiance. Des médicaments que tu pourrais avoir maintenant dans ta boutique, recettés par des médecins bien intentionnés, mais dont l'effet occulte sur le cerveau commence à devenir plus clair et plus préoccupant. Si tu as plus de 60 ans, si tu t'occupes de tes parents, ou simplement si tu t'occupes de protéger ta lucidité dans les prochaines années, je te demande de rester. Parce qu'un de ces médicaments, qui se présente comme la solution à un simple mal-être, peut accélérer de façon invisible le détériorant de ta mémoire, de ta capacité à raisonner, à reconnaître, à vivre avec autonomie. Je suis le Dr Sanchez, et pendant plus de 2 décennies, j'ai travaillé sur la médecine de l'adulte plus grand. J'ai vu comment une conversation à temps change le destin d'une famille entière. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de théorie. J'ai des données, des études publiées et une vérité inconnue qui n'est pas encore arrivée à de nombreuses enquêtes médicales. Je vais vous révéler les 4 groupes de médicaments qui sont les plus liés au risque de démence en adultes plus grands. Et le plus important, quelles sont les options les plus sûres que vous pouvez proposer avec votre médecin? Le dernier de la liste est le plus commun et le plus terrifiant. Accompagnez-moi, parce que comprendre ceci n'est pas seulement pouvoir. Dans ce cas, c'est la liberté mentale. C'est la dignité. Mais avant, laissez-moi vous expliquer ce qu'est la démence. Parce que seulement en comprenant l'ennemi, nous pouvons nous défendre de la vérité. Imaginez votre cerveau comme une bibliothèque immense, avec des millions de livres. Chaque souvenir, chaque mot, chaque émotion est là, archivée avec précision. Dans la démence, les bibliothécaires, vos neurones, commencent à disparaître. Tout d'abord, on perd les notes du jour. Ensuite, les noms, les visages. Puis, la capacité de suivre une conversation, de cuisiner, d'orienter vous. Et ça ne passe pas tout de suite. C'est un détériorat silencieux, parfois si subtil que nous le confondons avec les choses de l'âge. Mais quand vous le notez, c'est tard. Le terrible, c'est que ce processus, que nous croyons inévitable, est accéléré par des médicaments communs. Des médicaments qui éteignent petit à petit la lumière de cette bibliothèque sans que personne ne le remarque. Nous allons ouvrir cette boutique. Nous allons regarder face à face, avec courage, ce que nous prenons. Section 1. L'ennemi silencieux qui dort sur la table de la nuit. Les médicaments pour dormir et pour l'anxiété chronique. Les benzodiazépines. Les médicaments pour dormir et pour l'anxiété chronique. Les benzodiazépines. S'il y a un groupe de médicaments qui symbolise la confiance blanche envers la médecine moderne, ce sont ceux-ci. Lorazépam, diazépam, alprazolam, clonazépam. Ce sont des noms qui sonnent familiers, même réconfortants pour certains. La pille pour pouvoir dormir quelque chose, pour ne pas avoir ce nœud dans le pot, pour calmer les nerfs. Mais ce qui se prescrivent comme un relief momentaire devient souvent une dépendance chronique. Et cet usage continu, même en dose basse, peut avoir un prix très élevé pour ton cerveau. Un prix qui est payé par la perte de ce qui nous définit le plus. La mémoire, le jugement, l'identité. Les benzodiazépines fonctionnent sur le système GABA, un neurotransmetteur qui freine l'activité cérébrale. C'est comme baisser l'intensité de la lumière dans une chambre remplie de stimuli. C'est pour ça qu'ils aident à se détendre, à dormir, à se calmer. Mais cette action n'est pas sélective.
elle ne calme pas seulement l'anxiété. Elle ralentit aussi des fonctions cognitives claves comme l'attention, la formation de nouveaux souvenirs et la consolidation de ce qu'on a appris. Et si on l'utilise de façon prolongée, cet effet s'accumule. Les études sont claires. Les adultes qui utilisent les benzodiazépines de façon chronique ont un risque significativement plus élevé de développer la démence. Certaines études suggèrent que le risque peut augmenter jusqu'à 50%. Et plus la durée d'utilisation est plus forte est la relation. Nous ne parlons pas d'une vague suspicion. Nous parlons d'un modèle répandu dans plusieurs études. En plus, les benzodiazépines alternent les cycles du sommeil. Même si tu te fais dormir, tu supprimes le sommeil profond, celui dans lequel le cerveau nettoie les toxines, renforce la mémoire et répare les connexions. Dormir avec une benzodiazépine est comme passer la nuit dense, une chambre, avec la lumière allumée. Tu te reposes, mais pas vraiment. Avec le temps, cette manque de sommeil réparateur contribue au détriment cognitif. Et ce n'est pas tout. Ces médicaments aussi augmentent le risque de tomber. Et qu'est-ce qui se passe si quelqu'un de plus grand tombe? Une fracture, une hospitalisation et un risque élevé de délire. Le délire est une altération aiguë de l'état mental qui peut laisser des conséquences permanentes et est un pas plus loin de la démence. Je vous présente Ramiro, 74 ans, vieux, seul. Il souffrait d'insomnie depuis la mort de sa femme. Le médecin lui a fait le lorazépam. Au début, c'était une bénédiction. Il dormait. Il sentait qu'il pouvait continuer, mais il n'a jamais été expliqué qu'il devait faire un traitement à court terme. Les mois sont passés, puis les ans. Ramiro est devenu plus apathique. Il s'est oublié des choses fondamentales. Une fois, il a perdu le chemin au marché. Sa fille pensait que c'était l'Alzheimer. Mais quand un autre médecin a vérifié son histoire, la connexion a été immédiate. Ramiro avait pris 3 ans en prenant une benzodiazépine chaque nuit. Le médecin qui lui a apporté le lorazépam était aussi en train de éliminer sa capacité de vivre en indépendance. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Accepter l'anxiété et l'insomnie comme inévitables? Numéro. La solution n'est pas de souffrir. La solution est d'entendre qu'il y a d'autres façons. Tout d'abord, et je le dirai dans chaque section, n'arrête jamais un médecin de coup, sans parler avec ton médecin. Les benzodiazépines génèrent une dépendance physique. Les enlever de suite peut provoquer une crise de l'anxiété sévère, l'insomnie extrême et même des convulsions. L'entrée doit être graduelle et toujours supervisée. La clé est une conversation sérieuse avec ton médecin. Demande. Docteur, est-ce absolument nécessaire de continuer avec cette médication? Pouvons-nous commencer un plan pour la quitter? Et oui, il y a des alternatives. Pour l'insomnie, il y a des thérapies cognitives conductuelles qui ont montré une meilleure efficacité à long terme que les médicaments. Il y a aussi la mélatonine, la hygiène du sommeil, les exercices de relaxation et la méditation guidée. Pour l'anxiété, il y a des antidépressifs de nouvelle génération avec un profil beaucoup plus sûr au niveau cognitif. Et surtout, il y a des outils non pharmacologiques, activité physique, connexion sociale, thérapie émotionnelle. L'objectif n'est pas d'éliminer toute l'anxiété ou de dormir comme un bébé chaque nuit. L'objectif, c'est de protéger ta tête, maintenir tes souvenirs. Et c'est, croyez-moi, plus valable que n'importe quelle nuit de sommeil artificiel. Nous avons déjà décapé le premier culpable, celui qui se cache derrière le sommeil, mais qui débilite silencieusement la tête que tu veux préserver. Ce groupe de médicaments est l'un des plus insidieux. Ils ne font pas de bruit. Ils ne génèrent pas de scandale. Mais ils sont dans des dizaines de produits que des millions de personnes plus âgées prennent chaque jour
sans savoir le prix qu'ils payent. Et le prix est élevé. Il s'appelle dégâts cognitifs. Il s'appelle la démence. Tu savais que certains antihistamines communs, des médicaments pour l'incontinence, ou même certains antidépressifs partagent une même action toxique pour ton cerveau. Tout ceci bloque un neurotransmetteur clé, l'acétylcholine. Ce messageur chimique est essentiel pour l'attention, l'apprentissage, la consolidation des souvenirs. Sans l'acétylcholine, tes neurones restent sans langue. Et ces médicaments, connus comme anticholinergiques, bloquent ce channel de communication, jour après jour, an après an. Oxybutynin, toltérodine, diphénhydramine, amitriptyline. Ce sont des noms techniques, oui, mais ils peuvent se cacher derrière des noms commerciaux beaucoup plus quotidiens. Un sirup pour dormir, une pilule pour contrôler le goût urinaire, un remède contre les allergies. Et dans son prospect, si tu regardes avec la loupe, tu verras cette parole, l'effet anticholinergique. Les études ne laissent pas aucun doute. Un méta-analyse de plus de 300 000 personnes a montré que ceux qui utilisaient des médicaments avec une charge anticholinergique élevée avaient un risque significativement plus grand de développer la démence, dans certains cas jusqu'à un 70% de plus. Et le plus inquiétant, les effets ne disparaissent qu'en laissant le pharmaque. Le dégât accumulé peut rester, comme l'humeur qui marche pour toujours sur les murs d'une maison. Laissez-moi vous raconter la histoire de Teresa, 76 ans. Elle avait des pertes d'urine. Ils lui ont fait une recette d'oxybutynin. La pilule a fonctionné. Elle est de retour. Elle a commencé à marcher sans peur. Mais il y a quelques mois, elle a commencé à répéter des histoires, à confondre les jours. Ses enfants pensaient que c'était normal. Des choses de l'âge. Jusqu'à ce qu'une nuit, elle n'ait pas reconnu sa propre maison. Dans les urgences, le diagnostic a été clair. Un dégât cognitif modéré. Et l'une des causes les plus probables, son médication. La même qui lui avait retourné la sécurité, lui était en train de voler la lucidité. Je ne vous dis pas que vous vivez avec de l'incontinence, ni que vous souffrez de vos allergies sans aide. Je vous dis qu'il y a des alternatives et que vous devriez les connaître. Tout d'abord, vérifiez vos médicaments. Vous pouvez chercher en ligne s'ils ont une charge anticholinergique ou vous demandez directement à votre médecin ou pharmacien. Deuxièmement, posez une conversation ouverte. Docteur, ce médicament a-t-il un effet anticholinergique? Y a-t-il des options plus sûres pour ma mémoire? Pour la veille hyperactive, par exemple, il y a les agonistes bêta-3, comme le Miravegron. Ils fonctionnent par une voie complètement différente et n'interviennent pas avec l'acétylcholine. Son profil de sécurité est très supérieur. Il y a aussi des options non pharmacologiques, des exercices de sol pelvique, des programmes d'entraînement vésical, des changements diététiques simples comme réduire la caféine ou l'alcool. Et pour dormir, au lieu d'antihistamine et de sedans, vous pouvez essayer avec la mélatonine ou des techniques conductuelles. Le message est clair. Pas tout ce qui aide le corps respecte le cerveau. Et quand on parle de mémoire, d'autonomie, de dignité, le coût invisible peut être dévastateur. Nous avons déjà 2 culpables démasqués. L'un nous vole le sommeil d'une manière artificielle. L'autre silencie les pensées de l'intérieur. Et ce qui vient maintenant, dans la section suivante, est encore plus impactant. Ce groupe de médicaments est connu pour être miraculeux. Si vous avez eu un bruit d'asthme, une arthritis sévère ou une réaction allergique grave, vous connaissez probablement son effet presque immédiat. Je parle des corticoïdes systémiques, comme la prednisone, la méthylprednisolone ou la dexaméthasone. En quelques heures, ils éteignent des incendies inflammatoires qui, d'une autre manière, seraient incapacitants.
mais cette efficacité a un visage caché. Et dans le cerveau de l'adulte plus grand, ce visage peut être dévastateur. Parce que oui, les corticoïdes sauvent des vies. Mais elles peuvent aussi alterner l'équilibre chimique et structurel du cerveau, augmentant le risque de détérioration cognitive et de démence si elles sont utilisées pendant longtemps ou en doses élevées. Le problème est double. D'un côté, les effets biologiques directs, et de l'autre, les conséquences indirectes qui alternent plusieurs systèmes, et avec ça, le fonctionnement du cerveau. Commençons par les effets directs. Les corticoïdes affectent l'hippocampe, une région critique pour la mémoire. L'excès de cortisol, que ce soit naturel ou induit par des médicaments comme la prédnisone, a un effet toxique sur les neurones hippocampales. Ce n'est pas une métaphore. C'est un fait mesuré dans des études avec des résonances. Réduction de volume, perdu de synapses. L'arène responsable de former les souvenirs est littéralement encochée. Passons maintenant aux conséquences indirectes. D'abord, elles alternent le métabolisme. Elles augmentent le sucre dans la sangle, provoquant ou empéorant la diabète. La diabète est un des grands accélérateurs du détriment cognitif, même chez les personnes sans précédent. Les hauts niveaux de glucose détruisent les vases cérébraux, génèrent des micro-infarctions et promeuvent des processus inflammatoires qui affectent le tissu neuronal. Deuxièmement, elles alternent le sommeil. Beaucoup de personnes plus âgées prennent des corticoïdes par le matin, souffrent d'insomnie par la nuit. Et la manque chronique de sommeil, nous l'avons vu auparavant, empêche le cerveau de faire sa nettoyage nocturne. Éliminer les toxines, consolider les souvenirs, réparer les structures. C'est comme si une ville n'arrivait jamais à récupérer la chute. Troisièmement, elles alternent l'état d'esprit et la perception. L'euphorie, l'irritabilité, l'anxiété, la confusion. Ces effets secondaires sont communs, et les personnes plus âgées peuvent se confondre avec la démence, ou pire encore, la déchaîner lorsqu'il y a une vulnérabilité prévue. Un exemple ? Clara, 78 ans, vivait avec une arthritis rhumatoïde. Son médecin lui a prédit de la prédnisone chronique. L'inflammation a diminué. Le mal s'est amélioré. Mais quelques mois plus tard, Clara a commencé à avoir des épisodes de désorientation. Elle oubliait des dates, confondait ses enfants. Certains jours, elle avait de l'insomnie. D'autres jours, elle pleurait sans raison. Le diagnostic est arrivé. Détérioré cognitif léger. La cause ? Probablement multifactorielle. Mais les corticoïdes ont été le facteur le plus clair. Son cerveau n'a pas pu supporter le bombardement quotidien. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand un médicament est nécessaire ? La réponse, comme en médecine, n'est jamais blanc ou noir. La prédnisone n'est pas l'ennemi. L'utilisation chronique, sans stratégie, l'est. Voici les clés. Utilisez la dose la plus basse possible, le moins de temps possible. Demandez à votre médecin. Docteur, pouvons-nous déjà commencer à baisser la dose ? Existe-t-il un plan de désescalade ? Explorez des alternatives. Pour les maladies auto-immunes, il y a des thérapies modifiées de la maladie qui peuvent vous permettre de réduire ou d'éliminer les corticoïdes. Pour l'asthme ou l'époque, les corticoïdes inhalés sont beaucoup plus sûrs, mitiguent l'impact. Si vous devez continuer d'en utiliser, protégez votre cerveau activement. Contrôlez le sucre dans la sangle avec une diète sans ultra-processants. Réduisez le stress avec la respiration consciente. Assurez un sommeil de qualité, même si cela implique ajuster les horaires ou ajouter de la mélatonine. Et surtout, vérifiez vos capacités cognitives chaque mois. Une détection précieuse peut marquer la différence. Rappelez-vous que les corticoïdes sont des alliés puissants, mais ils peuvent aussi devenir un sabotage silencieux s'ils sont utilisés sans contrôle. Et quand ce qui est en jeu est la mémoire,
l'autonomie, la capacité de reconnaître vos enfants. Vous n'avez vraiment pas le droit d'une conversation plus profonde avec votre médecin? Nous avons reçu 3 médicaments qui se présentent comme solution, mais qui, sans nous y rendre compte, peuvent devenir des architectes de la neige mentale. Et celui qui manque est le plus polémique, le plus commun en résidence. Et celui qui, dans mon expérience, peut accélérer plus rapidement la démence, la pilule qui vole la volonté, les antipsychotiques en adultes plus âgés. C'est sans doute le chapitre le plus difficile, parce qu'il s'agit d'une pratique étendue, presque normalisée, dans le soin de nos plus âgés. Une pratique qui est souvent née de l'exhaustion, de la peur, de la manque de ressources, mais qui a des conséquences dévastatrices. Je parle de l'utilisation des antipsychotiques comme la risperidone, la quétiapine, la olanzapine ou même l'halopéridol en adultes plus âgés avec des altérations de conduite ou de la démence. Ces médicaments ont été créés pour traiter des malheurs psychiatriques comme la schizophrénie ou le malheur bipolaire. Dans ces contextes bien utilisés, ils peuvent sauver des vies. Mais, dans les adultes plus âgés, en particulier ceux avec la démence, leur utilisation hors d'indication est devenue une solution rapide et dangereuse. Une pilule qui les calme, qui les rassure, qui les rend manageables. Mais cette calme a un prix. Et ce prix, beaucoup de fois, c'est l'esprit ou la vie. Les agences les plus importantes du monde, comme l'FDA, ont émis leur maximum d'annonces, la Black Box Warning, sur l'utilisation d'antipsychotiques en adultes plus âgés avec la démence. Pourquoi? Parce qu'ils augmentent significativement le risque de mort. Et ce n'est pas une exagération. C'est doublé dans certains cas, tripliqué dans le risque de souffrir de la démence accélérée, des tombes, des infections, et oui, des épisodes cérébrovasculaires fataux. Mais aujourd'hui, nous ne parlons pas de ACV. Aujourd'hui, nous allons regarder comment ces médicaments déconnectent le patient du monde. Ils éteignent les émotions, réduisent le mouvement et surtout accélèrent le détérieur cognitif visiblement et visiblement. Comment le font-ils? D'abord, ils alternent la dopamine. La dopamine n'est pas seulement la molécule du plaisir. C'est essentiel pour la motivation, l'attention, le mouvement fin et l'initiative. En le bloquant, le cerveau entre en état d'apathie fonctionnelle. Le patient arrête de parler, de se déplacer, de regarder les yeux. Il semble plus tranquille, mais en réalité, il est moins conscient. Deuxièmement, ils induisent des symptômes extrapyramidales. Rigidesse, tremblement, lentitude des mouvements. Tout cela limite la mobilité. Et pour un adulte, cela signifie postration. Et la postration signifie l'isolation. Et l'isolation est un poison pur pour le cerveau. Troisièmement, ils affectent le métabolisme. Ils augmentent le risque de diabète, de cholestérol élevé, d'obésité abdominale. Et comme nous l'avons déjà vu, tous ces facteurs sont profondément liés au détérieur cognitif. Troisièmement, et plus gravement, ils alternent les rythmes circadiens, la perception de l'environnement et la régulation émotionnelle. Tout cela peut précipiter un syndrome confusionnel agudo ou délirant, qui a souvent des conséquences cognitives permanentes. Une crise qui commence avec une dose basse de risperidone et termine avec un diagnostic irréversible de démence avancée. Je vous présente Thomas. Il a 82 ans. Il vivait avec de la démence dans une résidence. Il avait des jours difficiles. Il s'agissait, il demandait pour sa femme qui mourait. Le personnel, plongé, a décidé d'initier la thérapie à dose basse. Au début, il semblait fonctionner. Thomas était plus calme, plus tranquille. Mais il a aussi arrêté de sourire, de reconnaître sa fille. En un mois, il a passé de marcher dans le corridor à ne pas pouvoir se lever de la chambre. Et en 3 ans,
sont détériorés étaient si sévères qu'ils l'ont considéré comme la fin de la vie. La dose qui a calmé la situation avait éliminé l'essence de qui il était. Alors, qu'est-ce faire? C'est la conversation la plus difficile, mais aussi la plus urgente. Si vous avez un familier qui a une démence plus élevée et qu'il a reçu un antipsychotique, vous devez être son défenseur. Des questions sans rondeau. Docteur, avons-nous testé toutes les stratégies non pharmacologiques? Quel est le plan pour arrêter ce médicament tout d'abord? Parce qu'il y a des alternatives. Et la plus efficace de toutes est de comprendre pourquoi la personne est agitée ou confondue. A-t-elle de la douleur physique qui n'est pas détectée? A-t-elle des bruits, des lumières ou des stimuli qu'elle ne comprend pas? Est-il fatigué, effrayé, seul? L'agitation dans la démence n'est pas un symptôme à silencier. C'est un message qu'il faut interpréter. Il y a des interventions conductuelles qui sont validées, de la musique personnalisée, de l'ambiance calme, de la validation émotionnelle, un contact physique tranquille, des routines structurées. Et oui, elles demandent du temps, de l'effort et de la patience. Mais elles sont infiniment plus sûres et surtout plus humaines. Les antipsychotiques doivent être le dernier ressort, pour le moins de temps possible et toujours avec un plan clair de retirer. Jamais une solution permanente. Jamais un arrêt pour le silence. Parce que derrière chaque dose qui fonctionne, il y a un cerveau qui s'éteint et une famille qui perd, petit à petit, à l'être aimé qui restait là. Nous avons traversé un chemin difficile, je le sais. Nous avons ouvert ce botiquin que nous voyons tant de fois avec confiance, et nous avons sorti à la lumière 4 grands responsables du détériorat cognitif silencieux. Les benzodiazépines, ces pilles pour dormir ou calmer les nerfs, qui, petit à petit, éteignent la flèche du pansement. Les anticholinergiques, cachés dans des médicaments pour la veille ou les allergies, qui courent la communication interne du cerveau, comme s'il détachait son système électrique. Les corticoïdes systémiques, qui ralentissent l'inflammation, mais utilisés sans stratégie, érosent l'hippocampe et l'équilibre émotionnel. Et les antipsychotiques, cette solution rapide pour la démence, qui, souvent, n'est qu'une autre chose que l'attachement à la déconnexion totale. Je ne te dis pas ça pour que tu aies peur. Je te le dis pour que tu prennes le contrôle. Nous vivons dans un système de santé qui, de nombreuses fois, va rapidement, qui prescrivent le plus vite ce qui fonctionne sans trop demander. Mais tu n'es pas un patient passif. Tu es le gardien de ton esprit ou le gardien de l'esprit de tes parents, de tes grands-parents, de ceux qui ne peuvent plus parler par eux-mêmes. Et maintenant, tu as quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas. L'information, la conscience, le pouvoir. Avec ça, tu peux avoir une conversation différente avec ton médecin. Pas par la peur, mais par la clarté. Pas par la complainte, mais par le droit de l'écouter. Réfléchis à tes médicaments. Fais une liste. Demande. Tu n'as pas besoin d'avoir un titre en médecine pour demander. Docteur, ce médicament peut-il affecter ma mémoire? Est-ce qu'il y a une option plus sûre? Et si tu prends soin de quelqu'un qui a une démence, cette question devient une responsabilité morale. Parce que tu peux parler. Tu peux décider. Tu peux éviter que cette personne s'éteigne plus vite que nécessaire. Si cette vidéo t'a été utile, n'en garde pas. Partage-la avec ta sœur qui s'occupe de sa mère. Avec ton ami qui prend des médicaments pour dormir il y a des années. Avec ton groupe du centre du jour. Chaque fois que quelqu'un voit cette information, ça peut changer le destin d'une vie. Et je te demande une dernière chose. Laisse-moi ton expérience dans les commentaires. As-tu pris un de ces médicaments? As-tu vu comment ils affectent quelqu'un de proche? Tes mots n'aident pas seulement d'autres. Ils font aussi qu'on sache qu'on n'est pas seul.
parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui sommes prêts à lutter pour une vie plus digne, plus lucide, plus humaine. Prends soin de ta tête. C'est l'endroit où vit tout ce que tu aimes. Et tu mérites de le garder illuminé jusqu'au bout. Merci pour ton temps